Il y a environ 1 an, j'ai quitté mon emploi pour démarrer une année sabbatique. 6 mois de voyage où j'ai pu découvrir plein de nouveaux pays, retourner à des endroits que j'adorais. Que ce soit seule ou accompagnée, j'ai vraiment fait des voyages et des découvertes incroyables. Puis ensuite, je suis revenue à Montréal pour me consacrer pendant 6 mois à la création de contenu à temps plein. Cette période assez unique dans ma vie arrive maintenant à sa fin et donc le moment est venu de répondre à toutes vos questions. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette foire aux questions spéciale année sabbatique et voyage. Il y a quelques jours, j'ai partagé une story Instagram pour vous inviter à me faire part de vos questions sur mon année sabbatique, les voyages que j'ai fait, comment est-ce que ça a impacté ma lecture, tout ça. J'ai recueilli toutes vos questions et je vais maintenant faire de mon mieux pour y répondre de façon 100% honnête. Il n'y a pas de sujet tabou. J'avais vraiment envie de partager au maximum cette expérience-là avec vous et je sais que il y a plein d'aspects sur lesquels vous vous interrogez. Donc je pense que je vais faire 3 parties. J'ai pas regardé les questions d'avance, mais il y aura une partie générale, une partie plus organisation concrète et je finirai par une partie un peu plus lecture. Donc installez-vous confortablement avec une bonne tasse de thé parce que je pense qu'on a pas mal de choses à discuter. Il y a eu pas mal de questions assez larges, comme je vous disais, comme quel bilan tires-tu de cette expérience? Ou qu'est-ce que tu changerais si c'était à refaire, les choses à supprimer, à rajouter? Donc, c'est très vaste, mais de façon globale, j'ai adoré mon expérience. Les 2 parties, en fait, la partie voyage et la partie création de contenu à temps plein. Pour la partie voyage, je vous inviterai à regarder les vidéos que j'ai postées précédemment et que je mettrai en barre d'infos où je décrivais un peu plus tout mon itinéraire, mais c'était vraiment très chouette. En fait, ce que j'ai aimé, c'est que j'avais des parties seules et des parties avec des proches, donc je vivais vraiment des expériences très différentes parce que tu voyages pas du tout de la même façon quand t'es seule ou quand il y a quelqu'un avec toi, et j'ai découvert que j'aimais vraiment beaucoup voyager seule en fait parce que ça m'enlève du stress. Je sais que ça peut paraître paradoxal parce que du coup je me retrouve à tout gérer toute seule, mais étonnamment ça a été la période, je pense, où mon anxiété était au plus bas. J'arrivais vraiment à me concentrer en mode ok, la première étape, tu vas jusqu'à l'aéroport, tu prends l'avion, une fois que t'es arrivé, tu vas jusqu'au Airbnb, et ainsi de suite. Et du coup, ça se passait bien. Et je pense que une des choses que j'ai apprises, du coup, c'est que le fait de voyager seule, ça m'enlevait aussi tout le côté répondre aux attentes d'une autre personne, genre être sûr que l'autre personne passe aussi un bon moment, qu'elle s'ennuie pas, qu'elle en a pas marre que tu passes des heures à chercher un restaurant qui te plaît ou quoi. En voyageant toute seule, c'est moi qui définissais mon rythme et mes journées et ce que j'allais faire. Il y avait des journées où je faisais beaucoup de choses, par exemple certaines des journées à Édimbourg, j'ai vraiment marché, fait plein de trucs, puis il y a d'autres journées où je pouvais dire, peu importe où j'étais, là je vais passer 2 ou 3 heures dans un café à lire. Je pouvais passer 1 heure à regarder sur Google des reviews de restaurants jusqu'à me décider. Il y avait que moi, donc je pouvais vraiment faire ce que je voulais et j'ai adoré cette liberté-là. J'ai aimé aussi de pouvoir faire des choses que je peux pas nécessairement faire d'habitude. Par exemple, quand je voyage avec Johan, lui, il est pas trop visite guidée, musée et tout. Là, j'ai pu en faire beaucoup plus, notamment les visites guidées, moi j'adore. Faire des visites dans les vieilles villes, surtout en Europe et tout, apprendre l'histoire de la ville et tout. Donc j'en ai fait à Édimbourg, j'en ai fait à Oxford. C'était très cool parce que j'ai pas pu tout filmer à Oxford, mais j'ai pu visiter des bibliothèques incroyables comme la bibliothèque Bodleian. J'en ai fait à Cambridge et aussi à Prague. Peut-être que j'en oublie d'autres, mais pour vous donner une idée, j'ai pu visiter certains musées à Vienne et tout. Et pareil, je restais juste le temps que j'avais envie de rester. Et si vraiment j'en avais marre, je pouvais partir. Une réflexion aussi que j'ai eue au cours de mes voyages et que je voulais vraiment vous partager parce que ça a été quelque chose sur lequel j'ai travaillé, on va dire, c'est quand tu vas visiter un endroit, qu'est-ce que c'est les incontournables que tu vas regretter de ne pas faire versus ce que tu as vraiment envie de faire, versus la FOMO, la peur de ne pas aller à un endroit où tout le monde dit il faut absolument aller, ou c'est un des must à cet endroit, c'est un des incontournables, et du coup t'as peur de rater ça. Et je vous réfléchissais beaucoup à tout ça quand je faisais mes itinéraires en fait de voyage, parce que je préparais quand même pour la plupart en avance certaines choses que je voulais faire, et je me disais, est-ce que si je fais ça, c'est vraiment parce que j'en ai envie ou parce que tout le monde en parle et que du coup je me dis ok je dois le faire. Et des fois les deux ne sont pas exclusives, attention. On peut avoir envie de faire quelque chose qui est aussi très populaire bien sûr, mais des fois je me suis retrouvée du coup à faire des choses où après j'étais comme peut-être que c'était moins pour moi, ou à renoncer à faire des choses parce que je me reconnaissais que j'en avais pas tellement envie et que c'est pas grave si tout le monde le fait et que moi je le fais pas au final. Et dans cette même idée-là aussi, il y avait la déculpabilisation sur le fait d'être en voyage,
d'être dans un autre pays où t'es comme oh là là, il faut que je profite à fond tout le temps, d'arrêter de faire ça et de me dire c'est pas grave si aujourd'hui je rentre plus tôt parce que je suis fatiguée ou que je vais juste lire dans un café, mon exemple habituel n'est-ce pas, je l'ai fait beaucoup, ou que je décide de rester dans l'appart, le Airbnb, la chambre que je loue. Par exemple, très concrètement, quand j'étais à Florence en décembre, du coup, 2025, j'avais prévu de faire une journée à Sienne. Donc j'avais pris les bus aller et retour. Le bus à l'aller, il a eu une bonne heure de retard. Apparemment, les bus italiens, c'est pas les plus fiables. Et j'avais prévu un bus de retour assez tard le soir. Franchement, j'ai bien profité de Sienne, j'ai visité plusieurs monuments, les rues et tout, mais je me suis rendu compte que, 1, j'étais vraiment fatiguée, et 2, j'avais pas envie de passer toute la journée, de continuer à visiter d'autres choses. Donc j'ai décidé le jour même de changer mon ticket de bus et de rentrer plus tôt. Et pour les personnes qui me connaissent, c'est pas le genre de choses que je fais d'habitude. Je suis vraiment le genre de personne qui va pousser jusqu'au bout pour m'en tenir au programme prévu parce que c'est ce que j'ai dit que j'allais faire. Donc ça, c'était un gros travail sur moi, de changer et de m'écouter et de suivre vraiment mon niveau d'inconfort, on va dire. Et j'étais assez contente de moi d'avoir fait cet apprentissage-là pendant les voyages. De façon plus globale, on va dire, je me suis rendu compte à quel point le monde avait changé. Ça fait peut-être un peu bateau de dire ça, mais notamment au niveau influenceur. Et là, oui, je sais que moi aussi je filmais pendant mes voyages et tout, mais je me place pas au même niveau, on va dire. Mais il y a plusieurs endroits où je suis allée, notamment à Vienne, c'est là que ça m'a le plus marqué, où tu voyais vraiment les gens aller dans un endroit, pas pour découvrir l'endroit, ou savourer la nourriture ou quoi, mais juste parce que c'était l'endroit hyper populaire du moment et que il fallait s'y filmer et prendre des photos et tout. Et c'est quelque chose que j'avais pas du tout l'habitude de voir lors des derniers voyages que j'ai fait en Europe qui remontent quand même pas mal. Donc là, ça m'a marqué, oui, de voir ça dans les rues et partout. Et comme je vous dis, je sais que j'en fais un peu partie, même si mon contenu est plus centré autour de la lecture et souvent je fais plus de chez moi que de l'extérieur. Mais c'était intéressant de voir à quel point ça changeait la façon de voyager aussi. Ah oui, qu'est-ce que je changerais si c'était à refaire ? Il y a 3 choses qui me viennent en tête que je vais catégoriser comme erreurs de voyage, mais je pouvais pas nécessairement le savoir d'avance. La première, c'est que j'avais pris à la base des billets de train pour aller en Italie, et en fait c'était hyper compliqué. Et quand j'ai voulu les annuler pour au final y aller en avion, j'ai pas pu tout annuler. Donc j'ai eu une perte financière, on va dire, à ce niveau-là, ce qui était assez désagréable. La deuxième, c'est que j'ai passé 1 mois à Oxford, et d'un côté, c'était hyper agréable et tout, et j'ai beaucoup aimé y être, mais de l'autre, je me suis dit que j'aurais pu passer beaucoup moins de temps, 10 jours, et faire autre chose après. Retourner à Édimbourg, par exemple, qui est mon gros coup de cœur, et ça aurait été encore mieux. Je suis quand même contente, hein, comme je vous dis, mais en y repensant, voilà. Et le dernier, c'est l'histoire de la voiture en Crète. Je regrette très profondément qu'on ait pris cette route très étroite et qu'on ait rayé tout le côté droit de la voiture. Je vous réfère à mon vlog sur la Crète pour avoir plus de détails. Mais ça aussi, ça coûtait cher. Donc il y a eu quelques pertes financières, on va dire, qui étaient imprévues au fil du voyage. Mais je le vois assez philosophiquement. Genre, c'est sûr, ça me fait vraiment chier d'avoir gaspillé de l'argent comme ça, hein, vraiment. Mais avec le recul, je me dis, c'est impossible de partir 6 mois en voyage et de pas avoir de dépenses imprévues. J'essaye de le voir comme ça, en tout cas. Sinon, je trouve que je m'étais quand même pas trop mal organisée. Je pense pas qu'il y ait autre chose que je regrette. Il y a eu des mésaventures, il y a toujours des mésaventures en voyage. Par exemple, à Édimbourg, pendant plus d'1 semaine, j'étais dans un appart où la douche ne fonctionnait pas et pendant plus de 2 semaines, il n'y avait pas internet. Ce n'était pas du tout prévu au programme. Mais on s'adapte à beaucoup de choses en tant qu'être humain. Ça aussi, c'est un truc qu'on apprend en voyage. On est très adaptable comme créature. Et si je me penche, parce que là j'ai beaucoup parlé de voyage, si je me penche côté les 6 mois, on va dire, de travail autonome, parce que j'ai quand même aussi fait des voyages pendant la deuxième partie de l'année, mais j'étais basée à Montréal. J'ai beaucoup aimé ça. Ça a été assez difficile au début d'année avec mes problèmes de dos et la médication que j'ai prise, donc j'étais pas, on va dire, à 100% de mes capacités. Ça va un petit peu mieux, même s'il y a des journées bof. Et donc là, j'ai plus un rythme normal et ça m'a pris du temps. Je pense que c'est juste au mois d'avril où j'ai commencé à le ressentir. Et j'aime vraiment ça, genre de faire mes journées 100% autour de la création de contenu. J'ai toujours des idées, des choses que je veux faire en plus. J'ai repris pas mal mon Instagram en main, ce que j'avais pas eu le temps de faire avant, et je me retrouve quand même avec des choses que je n'ai toujours pas le temps de faire. Les journées
reste des journées de 24 heures. Mais ça me montre bien que j'ai pas de mal à avoir comme des semaines de 35-40 heures de travail autour de la création de contenu. Ceci étant dit, je suis pas à un stade où financièrement je pourrais vivre que de ça. Donc malheureusement, je dois retourner au travail. Mais croyez-moi, dans ma vie idéale, je ferai que ça sans problème. Ce qui rejoint la question juste après, est-ce que tu as envie de reprendre le travail ? Pas du tout. Pas du tout. Si tu pouvais refaire une seule chose que tu as faite pendant ton année, quelle serait-elle ? Ou ça, c'est difficile. Parce qu'il y en a plein que je pourrais vouloir refaire, mais quand même, mon mois à Édimbourg en août, c'était incroyable. Je vivais ma best life. J'adore cette ville, l'ambiance au mois d'août, avec les festivals qu'il y avait, les amis que je m'y suis fait, tout. Et la chose que je ne voudrais pas refaire, je suis pas sûre qu'il y en ait une, à part prendre cette petite route en Crète dont je vous ai parlé. Je pense que le reste, ça va. On te dit, Élise, on prolonge ton année, repars en voyage. Où irais-tu ? En admettant qu'il n'y ait pas d'aspect financier, on va dire. Ah, il y aurait tellement d'endroits où je voudrais aller. Je vais vous dire mon top 3, parce que 1, c'est trop difficile. Il y aurait le Japon, l'Égypte, même 3, c'est dur. L'Andalousie. On va y aller avec ça. Mais je pourrais vous dire 10 autres destinations, honnêtement. Cette année a confirmé pour moi à quel point j'adorais voyager et je pourrais vraiment comme faire ça au moins la moitié de l'année, toutes les années de ma vie, tant que j'en suis physiquement capable. Est-ce que tu peux comparer tes attentes versus la réalité ? C'est difficile parce que je sais pas si j'avais vraiment beaucoup d'attentes autres que je vais aimer ça. Et en effet, j'ai adoré ça. Donc pour le coup, les deux correspondaient. Peut-être que je m'attendais à être plus anxieuse du fait de devoir gérer autant de choses toute seule, d'aller dans des pays où j'étais jamais allée et tout ça. Alors qu'au final, pas du tout. Et sinon, peut-être une autre attente que j'avais, comme je vous ai dit, 100% honnête, et je trouve que c'est un peu vulnérable de ma part de dire ça, on va dire, mais j'aurais quand même aimé avoir une meilleure croissance à la fois sur YouTube et sur mon Patreon pour, comme je vous disais, espérer un jour pouvoir faire que ça. Donc je pense que j'aurais aimé plus avoir de développement à ce niveau-là et que mes attentes étaient peut-être trop élevées pour ça, par rapport à ce qui s'est vraiment passé. Après, précisément, j'ai tellement aimé tous les voyages que... Ou même encore plus, par exemple, la Crète était au-delà de mes attentes. J'ai adoré ça et j'y suis d'ailleurs retournée il n'y a pas si longtemps. Ta destination favorite de l'année et pourquoi ? Ouh, c'est pas facile. J'hésite beaucoup entre Édimbourg, comme je vous disais, si je pouvais retourner à un endroit, ce serait là, et la Crète parce que j'y suis déjà retournée, mais j'ai trop adoré. Ok, je pense que je vais dire la Crète parce que émotionnellement, c'est un voyage que j'ai fait avec ma mère la première fois. Un voyage qu'on voulait faire, je pense, on parlait d'aller en Grèce depuis une dizaine d'années au moins ensemble. Et donc de voir l'aboutissement de cette idée, enfin, c'était incroyable en fait de pouvoir faire ce voyage tous les deux. On n'a pas vraiment fait de voyage aussi à l'étranger comme ça tous les deux avant, donc c'était un peu la première fois. Il y a eu des petits accrochages, certes, mais quand je retourne en arrière et que je repense au voyage, pour moi, je le referai sans hésiter en fait. Et j'ai envie de repartir avec ma mère ailleurs et tout, et on pense peut-être le faire d'ailleurs dans le futur. Donc je dirais la Crète, parce qu'aussi ça a dépassé les attentes que j'en avais à tous les niveaux. Niveau culture, niveau géographique, on va dire, paysage, niveau nourriture, tout. Il y a pas mal de questions qui sont des variations de ce à quoi j'ai déjà répondu, donc j'essaye d'en trouver qui ont un peu un autre angle. Est-ce que tu as de nouvelles envies suite à cette année sabbatique ? Je pense que j'ai des envies encore plus fortes, genre ça a confirmé les avis que j'avais avant de voyager et de vivre de la création de contenu. Ça m'a montré que vraiment j'aimais trop ça. Après, on se confronte à la réalité de la vie et je sais pas si j'irais jusqu'à dire c'est un échec pour moi de pas pouvoir vivre de la création de contenu actuellement, mais peut-être que je le vis un peu comme un échec en fait. En tout cas, je suis déçue. Mais pour revenir aux nouvelles envies, peut-être des nouvelles destinations ou des endroits où j'ai envie de retourner. Par exemple, je retournerais bien en République tchèque, à Prague et ailleurs, parce que j'ai aussi beaucoup aimé Prague. Et apparemment, la région et la campagne autour, il y a plein de choses à faire. Mais sinon, oui, comme je disais, ça m'a donné encore plus envie de voyager, encore plus envie de faire des vlogs voyages et tout ça. Pas de grosses révélations.
à ce niveau-là. Comment as-tu trouvé l'expérience de vivre seule à l'étranger plusieurs mois? Donc quand même pour clarifier, j'avais comme un camp de base, on va dire, en France. Par exemple, je suis arrivée de Montréal, je suis allée en France, j'ai fait un petit voyage avec mon père en Bretagne, c'était très cool. Puis ensuite, j'ai fait mes 2 mois, on va dire, en Écosse. Je suis revenue quelques jours en France, je suis partie avec ma mère en Crète. J'avais des petits recoupements en France ici et là. Donc je pense qu'au maximum, j'ai passé 2 mois full à l'étranger. Mais bon, quand j'étais en France, vraiment, c'était... Je pense qu'il y a une fois, ça a été 3 jours avant de repartir. C'était très très bref. Mais du coup, les parties que j'ai faites à l'étranger, je l'ai vraiment bien vécu. Comme je disais, j'avais peur que ça me stresse beaucoup plus. Mais au final, j'arrivais à trouver mes marques quand même. Quand j'étais en Écosse, la vibe était un petit peu différente parce que le mois entier que j'ai passé à Édimbourg, j'avais une certaine structure. Je voulais vraiment que ce soit un peu comme y vivre au quotidien. Donc c'était pas forcément des visites et tout tous les jours. Il y avait vraiment un côté très daily life. Tandis que d'autres endroits où je suis allée, après, c'était vraiment en mode découverte et visite. Et je pense que la stimulation un petit peu mentale que ça a apporté faisait que mon cerveau n'avait pas le temps de tourner dans le vide et de créer l'anxiété qu'il aime faire d'habitude. Donc je l'ai très bien vécu et je le referai sans hésiter, je pense que vous l'avez compris maintenant. Ah, suite, est-ce que ça permet de s'immerger dans la culture locale et de vivre comme un local? Je pense qu'il faut plus de temps que ça. Comme je disais, le maximum que j'ai passé, c'était 1 mois vraiment. Donc il y avait Édimbourg, il y avait Oxford aussi en fait, je l'ai pas dit, mais là aussi j'avais vraiment comme une routine un petit peu, on va dire. Oxford, c'est difficile d'y vivre comme un local parce que la plupart des locaux, c'est des étudiants qui viennent de plein d'endroits différents et je n'en faisais pas partie. Un rêve pour une autre vie. Édimbourg, j'avais plus l'impression, oui, parce que j'avais comme mon endroit où j'allais faire mes courses, les places où je savais que je pouvais retourner, j'avais vraiment instinctivement, on va dire, je me retrouvais très facilement dans la ville et tout. Donc je me sentais un peu plus comme une locale à Édimbourg. Ceci étant dit, j'ai pas eu à gérer tout ce qu'on peut devoir gérer quand on vit quelque part, comme les factures tous les mois, les taxes et tout ça. Même si à Édimbourg, j'ai quand même dû gérer tout le problème de l'internet avec le fournisseur. Donc quand même un petit peu, mais j'avais cet aspect-là qui manquait, on va dire. Et oui, je travaillais, mais je travaillais juste, entre guillemets, à mon compte aussi à ce moment-là. Donc la vibe était peut-être un peu différente. Mais je dirais que c'est l'expérience qui se rapprochait le plus de m'immerger, on va dire, dans la vie d'une personne locale. Comment tu vis le fait de reprendre ton travail? Très mal. Très mal. Je pense que ça va être une bonne transition pour la partie un petit peu plus concrète, on va dire, de la vidéo avec vos questions. Mais comme je le disais, je vis très bien sans. C'est uniquement l'aspect financier. Même si oui, j'aime mon travail et ce que je fais, et c'est très enrichissant parce que t'essayes vraiment de faire une différence dans la vie de personnes qui traversent des choses difficiles. C'est aussi très demandant et dans un environnement assez intense, voire anxiogène. Et ça, je dois dire que ça me manque pas. On continue un peu sur la thématique du travail. Pourquoi tu as repris ton activité pro? C'était le plan ou la création n'est pas suffisante pour vivre? Du coup, j'y ai pas mal répondu. C'était le plan parce que la création de contenu n'est pas suffisante pour en vivre, mais si les choses étaient différentes, je resterai comme je suis actuellement. Est-ce que tes collègues ou la relation entre collègues t'ont manqué? Un petit peu, mais pas tant que ça. Parce qu'une autre chose quand tu voyages seul, c'est qu'il faut quand même savoir t'occuper avec toi-même, parce que des fois ça peut être un petit peu solitaire. Moi j'avais la chance quand même de faire les vidéos, donc d'avoir l'impression de parler à des gens, même si c'est en différé. Et puis je faisais pas mal les live reading sprints, notamment avec mes Patreon, donc je gardais des contacts avec le monde. J'ai eu, comme je vous ai dit plusieurs fois, des amis qui m'ont rejoint pour les voyages, ou Johan, ou ma mère, donc j'étais pas non plus 100% seule. Mais c'est sûr que c'est très différent quand tu travailles seule à ton compte et que t'as pas ce lien avec des collègues, et des fois, je pense que ça me manque un petit peu cet aspect-là du travail, et je pense que même si j'ai pas du tout envie de retourner, comme je vous disais, au moins le fait de savoir que je vais voir mes collègues que j'apprécie, ça c'est, on va dire, un silver lining, un élément positif. Je sais que je vais être contente de les retrouver, de pouvoir partager certains moments, et puis c'est quand même toujours mieux de travailler en équipe, on va dire, dans le domaine où je suis. Mais je dirais pas non plus que c'est quelque chose qui m'a hyper travaillé ou manqué pendant toute mon année. Comment t'es-tu organisée pour tes voyages à l'avance, réservation, tout ça? En fait, j'ai fait une vidéo exprès là-dessus sur mon Patreon, je la mettrai en barre d'infos, où j'ai filmé tout le processus
en amont, donc tous les mois où j'ai vraiment préparé ça. Je dirais que l'idée était dans ma tête depuis plusieurs années, puis que c'est un gros 6 mois avant que j'ai commencé vraiment à réfléchir. Le plus dur, ça a été de choisir dans quel ordre j'allais faire les différentes destinations. Puis une fois qu'on a eu décidé avec ma mère qu'on allait aller en Crète en octobre, je me suis basée là-dessus pour le reste, sur les vacances de Johan et tout. Et petit à petit, les cases se sont mises en place, on va dire. Ensuite, niveau réservation, j'avais surtout réservé tout ce qui était transport et logement. Donc là, pareil, j'en parle vraiment très précisément dans cette vidéo-là. Et j'y suis allée, on va dire, par étapes quand même. J'ai pas fait tout d'un coup, mais petit à petit, et comme ça se définissait une partie après l'autre. J'ai vraiment défini la première moitié des voyages, puis la deuxième moitié. C'était moins overwhelming comme ça, je trouve, d'avoir fait par étapes. Et puis après, quand j'étais beaucoup plus proche des dates, je regardais les activités que je pouvais faire, ce que je pouvais réserver. Il y en a certaines, ça a vraiment été fait last minute aussi. Il y a que la Crète où on avait vraiment un planning digne d'une agence de voyage, je vous promets. En fait, je vous dis des bêtises parce que l'Écosse, avec Johan, là, les 3 semaines de road trip qu'on a fait et que je vous ai partagé, ça aussi, on avait vraiment bien planifié. Je vous mettrai toutes les vidéos qu'il y a dans ma playlist voyage en barre d'infos aussi si vous voulez aller voir tout ça. Ça me fait penser par contre à quelque chose que j'ai pas mentionné tout à l'heure qui était un peu le moment le plus dur, je pense, pendant ces 6 mois de voyage et qui reste dur en ce moment. C'est mon dos. Je vous en parle beaucoup dans mes vlogs, les resets. Mais pendant qu'on était en Écosse, je me suis retrouvée avec ce que on pense maintenant qui était une entorse lombaire, mais avec le dos complètement coincé. J'ai eu mal au dos comme j'ai jamais eu mal de ma vie. J'étais rien capable de faire. Il fallait que Johan m'aide à m'habiller, à aller à la salle de bain, tout. On était en voyage, on était sur une petite île d'Écosse, il y avait rien autour. Donc autant vous dire que c'était pas l'éclate, cette partie-là, malheureusement. J'ai vraiment envie d'une année sabbatique. Est-ce que tu as eu des défis financiers ? Je dirais pas que j'ai eu des défis financiers parce que j'avais quand même essayé de calculer au maximum à l'avance quels allaient être les coûts et j'avais mis de l'argent de côté exprès pour ça. Donc j'ai pas eu de défis dans le sens que je m'y étais préparée financièrement. J'ai aussi eu la chance de justement grâce à Patreon, principalement un tout petit peu YouTube, d'avoir quand même une petite source de revenus pendant que j'étais partie. Le plus dur, je pense, c'est depuis que je suis revenue à Montréal, en fait. Je sais qu'on pourrait dire peut-être que je dépensais plus en voyageant, mais au final, c'est à Montréal que c'est plus difficile. Et que là, je commençais à me dire, ok, il faut vraiment que je reprenne le travail parce que j'ai vraiment plus d'argent. Voilà. Mais je sais pas si je considérerais ça vraiment comme un défi financier en particulier. Ce qui a aidé aussi, c'est que j'ai pu étaler certaines de mes dépenses avant de partir également, comme les billets d'avion, certains Airbnb et tout ça que j'avais pu payer d'avance. Pratique. Comment tu fais niveau assurance santé pour les voyages dans plusieurs pays ? Alors je ne peux pas dire comment ça fonctionne de partout, mais ici au Québec, tant que tu voyages pendant moins de 6 mois, il faut voir le nombre exact de jours, mais je pense que c'est 183, 185. Tu es toujours couvert par la RAMQ, qui est comme l'assurance maladie de base. Ensuite, j'ai payé pour une assurance voyage privée en plus. Donc, je leur ai dit de quand à quand je partais. Ils avaient plusieurs forfaits de couverture. J'ai choisi celui qui me correspondait le plus et j'ai payé ça. Donc, je savais que si j'avais une grosse urgence dans un pays, hopefully, j'étais couverte. Heureusement, j'avais pas eu besoin, je me suis rien cassé et tout. Puis mon dos, il y avait pas grand chose à faire à part aller à l'ostéopathe, ce que j'ai fait. Mais sinon, j'ai pas eu d'autres besoins et j'en suis très contente. Mais je savais que si j'avais besoin, j'avais cette assurance privée-là. Et je pense que pour des voyages, c'est la principale chose à faire. À savoir que des fois, votre assurance d'emploi peut vous couvrir par une certaine durée de voyage ou votre carte bancaire. Donc ça aussi, c'est des choses à regarder. C'est des trucs que j'avais regardés, mais moi, c'est sûr qu'en partant 6 mois, ça a dépassé les délais. Et une dernière question financière. Croissance dans ton revenu au niveau des réseaux sociaux rentables. Donc, il y a eu une certaine croissance au niveau de combien vous êtes ici sur YouTube, et merci beaucoup d'être là. Donc, une petite, mais une croissance quand même. Il y a eu une croissance au niveau de mon Patreon, surtout quand je suis partie, en fait, parce que pendant le mois d'août, j'avais fait une offre un peu spéciale, on va dire, où il y avait un vlog exclusif Patreon, 1 jour sur 2 pendant le mois d'août, sur ma vie à Édimbourg. Donc en tout, 15 vlogs exclusifs. Et d'ailleurs, ils sont toujours disponibles si jamais vous voulez les découvrir pour préparer vos vacances ou voir à quoi ça ressemble la vie là-bas. Et donc il y a eu un petit bond à ce moment-là. Ensuite, je dirais que ça a stagné. Comme chaque année, il y a aussi un bond
autour de Noël parce que je fais des envois spéciaux pour Noël et tout et j'adore le faire, mais c'est en quantité limitée, donc là en principe je sais qu'il y a toujours une petite croissance. Mais depuis que je suis revenue au Canada, ça a rechuté. Alors je pense que c'est plus que ce que j'avais à la même époque l'an dernier, mais pas de beaucoup. Et je sais que pour pas mal de personnes, parce qu'elle m'en en fait part, c'est juste parce que financièrement c'est compliqué pour beaucoup de monde. En ce moment, il y en a qui ont perdu leur job, des choses comme ça. Il y a comme plein de situations personnelles qui font que. Mais voilà, comme je le disais, j'essaye de pas le vivre nécessairement comme un échec, mais je le ressens quand même un petit peu comme ça, parce que j'aurais aimé que ce soit plus. Ça reste rentable d'une certaine façon, parce que oui, ça m'apporte un revenu, mais c'est sûr que si on calculait mon taux horaire du nombre d'heures que je passe versus ce que je touche, ce serait pas beaucoup. Encore une ou deux petites questions avant de passer au livre. Quel type de logement tu recommandes le plus ? Je dirais que ça dépend vraiment de la destination. Moi, j'ai principalement fait des Airbnb, sauf quand j'ai passé mon mois à Édimbourg où j'ai sous-loué une chambre étudiante, d'où peut-être les problèmes de douche et tout ça qui ont mis du temps à être réglés, parce que c'était beaucoup trop cher à Édimbourg sinon. Mais j'aime bien les Airbnb honnêtement, ça a un côté un peu sécurisant de savoir qu'il y a une plateforme derrière et tout. Surtout quand tu voyages seul, je pense que des fois j'ai privilégié de payer un petit peu plus pour me sentir en sécurité et moins seule s'il y avait un souci. Et surtout quand t'es une femme, encore plus, je pense. Tes meilleurs types de voyages et tes pires déconvenus. Je pense que les pires déconvenus, j'en ai parlé. Mon dos et la voiture, principalement, plus les quelques petites dépenses de transport imprévues quand j'ai fait des changements. Mais surtout le dos et la voiture. C'était les plus coûteuses, soit en termes de souffrance physique, soit en termes financiers. Les meilleurs tips, je pense que ça, je vais le garder pour des futurs posts Instagram, Patreon ou futures vidéos YouTube parce que je suis encore en train d'y réfléchir et je me dis est-ce que je l'organise par destination, par thème, je sais pas trop. Si vous avez des envies particulières par rapport à ça, vous pouvez me les mettre en commentaire. Est-ce que mon budget était proche de la réalité ou est-ce que je l'ai dépassé ? Ça dépend des endroits, mais je sais que notamment à Londres, je l'ai vraiment dépassé. Je pense que oui, de façon globale, je l'ai dépassé, mais pas d'une façon qui m'a mise dans le trouble non plus, parce que, on va dire, j'avais de la marge. Ça fait vraiment très longtemps que j'ai économisé pour pouvoir faire ça, genre au moins une dizaine d'années depuis que j'ai commencé à travailler au Québec en fait. Maintenant, on passe aux questions niveau lecture, puis j'en garde deux petites pour la fin que je trouve un peu plus fun. Est-ce que tu as beaucoup plus lu cette année que d'habitude ? Et une autre qui ressemble, c'est est-ce que ce nouveau quotidien a changé ta manière de lire ? Et oui et non. Je pense que j'ai lu à peu près le même nombre de livres en l'an dernier que d'habitude, donc un peu plus de 200, mais j'ai beaucoup plus lu en audio par contre, parce que notamment quand j'étais à Édimbourg, mais aussi à Oxford, ou tous les endroits où je marchais, en fait, dès que je marchais et que j'étais toute seule, je mettais un livre audio. Et je peux vous dire que j'ai beaucoup marché dans tous les endroits où j'ai été. Donc forcément, c'était un format qui fonctionnait hyper bien pour moi, le livre audio. Et même encore maintenant, en étant revenue à Montréal, ces dernières semaines, j'ai plus de mal à me poser avec un livre papier, à me dire « Ok, non, là, tu fais rien d'autre. » Tu lis et tout. Donc je continue à vraiment beaucoup utiliser le format audio. C'est déjà quelque chose que j'aimais beaucoup avant, n'est-ce pas ? Mais là, encore plus. On est à un autre niveau. Et ça me fait penser en fait que j'ai eu un mail de Nextory ce matin. Je vous partage ça, je vous promets, c'était pas prévu. Mais qui me disait que jusqu'à fin août, il me semble, vous aviez 60 jours d'essai gratuits au lieu des 45. Donc d'habitude, tu as 15 heures d'audio offert sur 45 jours. Là, ça veut dire que vous en avez 30. Et c'est vraiment très cool. Si vous ne connaissez pas Nextory, c'est donc une plateforme de lecture où vous avez plus d'1 million de titres, livres audio, e-book, magazines, avec des nouveautés qui s'ajoutent toutes les semaines. Moi, c'est une application que j'utilise honnêtement beaucoup. Comme je vous l'ai dit, franchement, les livres audio, ça a été quelque chose que j'ai énormément utilisé cette année. Et là, en ce moment, qu'est-ce que je lis dessus ?
Je pense que c'est un des Hercule Poirot pour mon challenge Read Christie. Oh non. Oui. Je suis partie dans toute une saga Frida McFadden et en ce moment je suis en train de lire Le Divorce. Voilà. Ils en ont vraiment beaucoup d'elle, mais sinon je l'utilise pour mes Hercule Poirot. Je me suis mis aussi plusieurs livres en réserve, notamment le 2e tome de Seasons of Carnage de Brynne Weaver. Je manque jamais d'idées, j'ai une super longue liste de titres que je vais lire. Donc si jamais vous aussi vous voulez profiter de l'application, tester les livres audio ou en lire encore plus, n'hésitez pas avec le lien dans ma description. Comme je vous disais, c'était pas prévu, mais comme je vous parle de livres audio, voilà. Et pour en revenir à la question, j'ai aussi acheté beaucoup de livres pendant mes voyages. Et si on parle de choses que je regrette, en fait, il y en a que je regrette d'avoir acheté. Non seulement parce que ils m'ont pas tellement plu au final, mais aussi parce que j'ai fini par les lire en audio. Voilà, à quoi ça servait d'acheter la copie papier. Mais il y en a que je suis quand même contente d'avoir prise aussi. Je n'ai pas calculé, ou alors si j'ai calculé, j'ai oublié combien de livres j'avais acheté. Mais je vous promets que c'était beaucoup. Et sinon, quand je voyageais accompagnée, je pense que je lisais beaucoup moins du coup. Mais quand je lisais seule, je lisais beaucoup plus. Donc ça fait une moyenne. Ouh, un classement de mes destinations par ordre de où tu as le plus lu, acheté de livres. Bon, clairement, la destination où j'ai et le plus lu et le plus acheté de livres, c'est Édimbourg. Voilà, j'y ai quand même passé un mois, entourée de librairies plus magnifiques les unes que les autres. J'ai énormément lu. Je vais vous dire combien de livres j'ai lu en août 2025. Attendez. J'ai lu 21 livres en août. C'est quand même pas mal. Et le problème, c'est peut-être que j'en ai acheté autant. Ma pile à lire, on aurait pu croire, c'était un de mes objectifs, qu'elle diminue grâce à mes 6 mois de voyage, parce que je me disais, je vais lire des livres que j'ai déjà, des livres que j'ai mis sur ma liseuse et tout. Que nenni. Non. Elle n'avait quasiment pas bougé. Parce que j'en ai acheté presque autant que j'en ai lu. Ensuite, probablement Oxford, parce que pareil, j'y ai passé un mois quand même, donc ça m'a donné pas mal de temps pour lire. Ensuite, je mettrai probablement la Crète, parce que avec ma mère, on se faisait quand même pas mal de moments plage, détente, lecture, donc j'ai aussi pas mal lu. Puis quand même, voilà, c'est les voyages qui ont duré le plus longtemps. Si je compare après avec, on va dire, le reste de l'Angleterre, donc en regroupant Londres et les Cotswolds, je pense que ce serait ça. Puis après, mes voyages plus courts, je dirais Prague, j'ai pas mal lu. Je me souviens notamment que je lisais un Brandon Sanderson, le guide du sorcier médiéval. Je sais plus exactement, le titre est hyper long, pendant que j'étais à Prague. Puis probablement Vienne, puisque là aussi j'étais toute seule. Et en dernier, je mettrais... Non, en avant-dernier, je mettrais les 3 semaines, je pense, avec Johan. Et en tout dernier, mes quelques jours à Florence. Ça va être le classement officiel. Je n'ai pas gardé les chiffres exacts, mais c'est l'impression que je garde en tout cas. Par contre, je pense qu'une des choses que ça m'a aidé à faire niveau lecture, c'est de beaucoup plus emprunter à la bibliothèque. Parce que, je vous l'ai dit, il y a plein de fois où je m'en suis voulu d'avoir acheté des livres papier quand au final je les lisais en audio ou quoi. Donc vraiment, ça m'a encouragé beaucoup plus là-dedans et c'est quelque chose que j'ai mis en application quand même depuis le début de 2026. Comme mes stats de lecture vous le montreront lorsqu'on fera le bilan de mi-année. Et une dernière question lecture qui était, est-ce qu'il n'y avait pas une nouveauté du jeu de la pile à lire de prévu ? Un petit peu, je l'ai teasé un peu plus sur mon Patreon, mais en effet, avec Hélène, on avait prévu de faire une nouveauté pour le jeu de la pile à lire pour la deuxième moitié de 2026, donc de toute façon, c'était pas pour tout de suite. Le jeu de la pile à lire, c'est un jeu de cartes qu'on a créé donc avec Hélène Illustration pour vous aider à choisir vos lectures. Je vous les montre tous les mois pendant mes vidéos reset et sur Instagram avec le Dungeon Crawler Pal. J'aime beaucoup. Moi, tout ce qui permet de rendre la lecture encore plus fun et en fait un jeu, je suis fan. Mais du coup, Hélène a des choses de son côté, on va dire, qui ne lui permettent pas de travailler de suite sur le jeu, donc c'est possible que ce soit repoussé. Mais sachez que oui, on a travaillé sur des nouveautés, que les idées sont prêtes. Maintenant, je peux pas vous donner de date actuellement de quand ça va sortir exactement, mais dès que on le saura, c'est sûr que je vais vous le partager. On approche de la fin de cette FAQ, j'ai 2 dernières questions. Mon top 5 des souvenirs les plus marquants, parce que je trouve que c'était une belle manière de finir la vidéo un petit peu, même si c'est très difficile. Je vais essayer d'y aller précisément, mais je suis pas sûre que ce soit vraiment classé du 5e au 1er. En tout cas, il y a la fois où j'ai fait du paddle sur la plage et la mer au niveau de Marathi,
en Crète. La couleur de l'eau était incroyable, c'est un des endroits où je suis retournée. D'ailleurs, j'ai loué une voiture exprès pour y aller une journée. Lors de mon 2e voyage en Crète, vraiment, j'ai jamais vu de l'eau comme ça. La météo était magnifique, c'était parfait, c'était vraiment parfait. Ensuite, je dirais probablement, c'est très tentant de remplir le top 5 de paysages d'Écosse, je dois vous le dire déjà, parce que c'était magnifique, en particulier Skye, j'ai trouvé que c'était incroyable. Mais si je devais en choisir un seul, je dirais les Fairy Glen à Skye. Parce que j'avais vraiment l'impression d'être dans la comté, donc du Seigneur des Anneaux. Et c'était magnifique, tout ce vert et les petites collines et tout, vraiment j'ai trop aimé. Par contre, il y avait vraiment beaucoup de vent quand on y était. Je mettrai ensuite, je pense, la visite des bibliothèques à Oxford, parce que vraiment c'est incroyable, l'histoire qui imprègne les murs et le décor. Il y a des scènes de films qui ont été filmées, vraiment c'est assez iconique. Et quand tu aimes les livres et que tu aimes un peu tout ce qui est milieu universitaire, académique, apprendre et tout ça, ben c'est waouh. Quand t'as lu beaucoup de Dark Academia aussi, ça te parle. Donc attendez, là ça fait 3 choses. Oh là là, mais après c'est vraiment dur de choisir, il y a tellement de choses que je voudrais dire. Je pense que je suis obligée d'y aller encore avec un paysage de Skye et en particulier The Old Man of Storr, qui est une randonnée qu'on a fait. Et là aussi les paysages étaient juste incroyables. Et en premier, ça va impliquer de la bouffe bien sûr, mais c'est mon expérience de tea time au Colonnades à Édimbourg. C'était vraiment très fancy, mais waouh, c'était incroyable. La qualité de la nourriture, c'était malade, le service. Tu pouvais prendre du thé à volonté et le décor dans une bibliothèque. J'en rêve encore, c'était trop bien. Mais ce n'est que 5 souvenirs parmi vraiment énormément d'autres que j'aurais pu choisir. Il y en a eu tellement pendant ces 6 mois de voyage. Et j'ai essayé de tenir un journal. Ça va plus ou moins marcher, mais je me dis, ça me fait quand même quelques petits souvenirs. J'en suis toujours à me dire, ok, il faut que tu colles tous tes papiers et que tu imprimes des photos et tout. C'est quelque chose que je me disais, oui, tu vas avoir le temps de le faire à Montréal. Non, je n'ai toujours pas eu le temps. Et la dernière question, je trouvais que c'était bien de finir là-dessus, c'était... Est-ce que tu referais une année sabbatique? Et la réponse est oui, 1000 fois oui, sans hésiter, je referais ça, parce qu'il y a encore tellement d'endroits où je pourrais vouloir aller, retourner, de choses à faire. Oui, voilà, tout simplement. Et ça conclut cette petite FAQ spéciale. J'espère que j'aurai répondu à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, des sujets que je n'ai pas abordés, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je vous invite encore une fois à consulter la barre de description parce que il y aura plein d'infos sur tous les voyages que j'ai fait dessus. Et si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, mettez-moi le pays où vous aimeriez le plus aller en voyage. J'adorerais savoir ça, si on en a en commun et tout. Et sur ce, je vous remercie infiniment pour votre soutien sur cette chaîne, sur Instagram, sur mon Patreon. D'ailleurs, si ça vous tente de rejoindre les Capaz, le lien est en barre d'infos. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.